Grand dossier. Grand dossier. Un entretien au cœur de l'actualité nationale. Grand dossier. Grand dossier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le second numéro de Grand Dossier de la Voix du Sahel reçoit aujourd'hui M. Omar Saleh, haut-commissaire à la modernisation de l'État. Avec notre invité, il sera essentiellement question du fonctionnement de l'institution, des ambitions nourries pour rendre plus performante notre administration. Je rappelle le principe de l'émission qui permet à nos correspondants régionaux de poser des questions à notre invité. Ces échanges seront conduits par Abibou Issa, journaliste, chef du service des programmes, et moi-même, Aliou Ibrahim, journaliste, rédacteur en chef, tous à la Voix du Sahel. Monsieur Omar Saleh, bonjour. Bonjour. Pourquoi dit-on que l'administration est le moteur du développement? Et qu'entendons-nous par État d'une manière générale? Merci. Permettez-moi tout d'abord de remercier et d'exprimer ma profonde gratitude à la direction générale de l'ORTN dans son ensemble et beaucoup plus particulièrement à celle de la Voix du Sahel pour avoir eu cette initiative. Et je la trouve très salutaire et je vous encourage vivement à persévérer dans cette voie. Aussi, c'est le deuxième numéro, j'ai noté. Et donc je trouve que notre institution, à travers ma personne, est doublement honorée. Honorée parce que dès le numéro 2, vous avez pensé à nous offrir cette tribune pour nous faire connaître. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de gens qui s'interrogent à quoi sert le haut-commissaire à la modernisation de l'État. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure tribune pour faire passer le message et surtout amener les uns et les autres à comprendre réellement les raisons qui ont poussé nos dirigeants à créer cette administration de succès. Deuxième mobile de l'honneur, c'est que je passe quand même après le chef de gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre, Brigitte Raffini. Je tiens déjà à ce stade à vous informer que le haut-commissaire à la modernisation de l'État est une institution rattachée au cabinet du Premier ministre. Donc elle joue un rôle transversal. Avant de répondre à votre question, je voudrais apporter une précision. Il faut d'abord situer un peu le contexte dans lequel notre institution a été créée. Le haut-commissaire à la modernisation de l'État est une institution qui a été créée par décret 2005-361/PRNPM du 30 décembre. Et la mission principale du haut-commissariat, c'est un rapport, un accord avec les ministères concernés, d'élaborer, de concevoir, de superviser, de suivre et évaluer toute action de modernisation telle que définie par les orientations du gouvernement. Donc cette précision, elle est extrêmement importante. Et dans cette mission, nulle part, on ne parle de mise en œuvre. Donc notre institution est une institution qui a une force de proposition. Nous, certes, du fait de notre position stratégique située au niveau du cabinet du Premier ministre, nous pouvons agir sur l'instruction du Premier ministre. Mais il est beaucoup plus souhaitable que ce soit les ministères sectoriels qui nous sollicitent pour que nous les accompagnions. Nous puissions leur apporter des approches, des techniques et outils pour la conduite des réformes ou des actions de modernisation pour lesquelles ils auront défini. Mais beaucoup pensent que nous devons de la mise en œuvre. Aujourd'hui, on en fait, pour la simple raison que vous convenez avec moi, s'il y a un reproche qu'on fait aux Nigériens, notamment aux fonctionnaires de l'administration publique, c'est d'être très faible dans la mise en œuvre. Nous sommes très forts en initiation, nous sommes très forts en formulation, nous sommes très forts en élaboration, mais d'ailleurs, partout, il se raconte que beaucoup de projets ont été conçus au Niger et malheureusement, certains ont été même mis en œuvre dans des pays voisins ou des pays environnants. Pour nous, moderniser l'État, c'est rendre conforme son organisation et sa gestion aux approches modernes. Et tout en n'oubliant pas qu'on ne doit pas perdre de vue sa contribution à l'accroissement des performances à tout point de vue, au plan économique, au plan social et au plan financier. Ce qu'il faut retenir de la modernisation de l'État, c'est de rendre
des services publics de qualité aux usagers et d'accorder systématiquement la primauté à l'intérêt général. Donc, je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Alors, monsieur le haut-commissaire, ça veut dire que de nombreux citoyens n'arrivent pas à cerner la nuance entre modernisation de l'administration et modernisation de l'État. Alors, cette préoccupation a d'ailleurs suscité la question de notre correspondante de la région de Niamey, Zainabou Balmey. Nous l'écoutons. Monsieur le haut-commissaire, bonjour. On parle de la modernisation de l'État et de la modernisation de l'administration. Est-ce qu'il y a des différences pour mieux édifier nos auditeurs et téléspectateurs? Et comme vous le dites, il y a bien sûr une nuance. L'État, c'est une organisation politique et juridique d'une société en tant que communauté de citoyens. Il est délimité par des frontières territoriales à l'intérieur desquelles s'appliquent des lois et des règlements. Il dispose des institutions publiques et administratives par lesquelles s'exerce l'autorité et le pouvoir. L'administration est le bras armé de l'État. C'est la principale infrastructure. Parce que tout ce qui est conçu et initié par les dirigeants, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle incombent à l'administration. Donc si on dispose d'une administration efficace et performante, on a toutes les chances que toutes les politiques publiques telles que définies par les plus hautes autorités se mettent en œuvre sans aucun souci. Maintenant, si on devait se limiter essentiellement à la modernisation de l'administration, donc ça veut dire qu'on ne prendrait en cause qu'un seul pan de l'État. Ce pan, d'abord, en termes de ressources humaines, il va reposer sur les fonctionnaires. Il va reposer sur les infrastructures ou les capacités relatives, ou en tout cas sur lesquelles s'appuie l'administration. Mais on aura oublié d'autres compartiments très importants de l'État. On aura par exemple oublié les collectivités territoriales. On aura oublié, par exemple, aujourd'hui, au regard de l'immensité de notre territoire, tous ceux qui vivent dans des zones éloignées et difficilement accessibles. Je pense, par exemple, à nos concitoyens qui sont dans les zones nomades. Et vous voyez, par exemple, pour penser à eux, en phase avec les orientations, en tout cas données par nos plus hautes autorités à travers le programme de Renaissance et le document de politique générale et le plan de développement économique et social, nous nous sommes dit que nous devons veiller et faire en sorte que le Nigérien, où qu'il se trouve, puisse bénéficier de la même qualité en termes de délivrance des services publics. Et c'est dans ces conditions que le Haut-Commissaire à la modernisation de l'État a initié ce que nous avons appelé service public ambulant. Et nous l'avons expérimenté dans cette zone. Justement, nous allons y revenir tout à l'heure avec un de nos correspondants. D'accord. Donc, monsieur le Haut-Commissaire... Permettez-moi de finir. Et si nous devons nous concentrer que sur l'administration, nous ne pouvons pas prendre en charge un autre pan aujourd'hui qui est devenu assez problématique dans notre pays. Par exemple, la société civile. Elle n'est pas de l'administration. Mais nous, du fait que notre mission couvre l'État, nous avons une obligation de prendre en charge cette société civile. Et si vous nous suivez, depuis quelque temps, nous avons commencé à renforcer les capacités de certaines associations et de certaines ONG, afin d'attirer leur attention et de leur dire qu'ils ont un rôle, ils ont des devoirs, ils ont aussi la possibilité de participer à la gestion, soit en complétant les efforts qui sont déployés par le gouvernement en termes de développement. Il faut qu'aujourd'hui, que nous soyons complémentaires, que nous sachions que ce qu'ils font va dans la logique de ce qui a été défini dans les différentes documentations ou orientations sur lesquelles nous nous basons. Il faut également que nous puissions leur contrôler pour qu'ils puissent se repositionner et se consacrer véritablement au développement, pas toujours qu'on les retrouve sur des terrains qui ne sont pas toujours les bienvenus. C'est un exemple. Je vous donne par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait une association ou une ONG d'intervenir dans le domaine de la sensibilisation en termes de sécurité routière, en termes d'hygiène et d'assainissement, en termes de lutte contre la mendicité. Mais est-ce qu'à ce niveau, vous avez approché un peu ces ONG, ces associations? Absolument. Nous sommes très en contact avec eux. Nous avons fait beaucoup d'actions avec beaucoup d'ONG, avec beaucoup d'associations. Et actuellement, dans le cadre également d'un programme de renaissance culturelle, nous avons aussi sur la feuille de route beaucoup d'actions qui vont vers eux, qui va certainement les amener à bien comprendre, à bien percevoir leur rôle et à être plus utiles et à contribuer efficacement au développement de notre pays.
Monsieur le haut-commissaire, si l'État a créé le haut-commissariat à la modernisation de l'État, c'est sans doute dans le souci de changer la façon dont fonctionne notre administration. Alors, notre correspondant de Dosso, Ousmane Abdou, a formulé une question plus précise sur ce point. Bonjour, monsieur le haut-commissaire. Une administration moderne est un vecteur d'efficacité. Depuis la création du haut-commissariat à la modernisation de l'État, quelle appréciation faites-vous de notre administration aujourd'hui? Merci, monsieur le haut-commissaire. Merci. Je pense que nous avons eu beaucoup d'occasions pour faire le bilan de notre administration. De tous les chantiers de modernisation, c'est au niveau de cette taxe que nous éprouvons le maximum de problèmes. Je crois que ce n'est un secret de personne. Tout à l'heure, je vous disais que tout ce que nous faisons est parfaitement en phase avec les documents d'orientation. Aujourd'hui, notre politique principale, c'est le plan de développement économique et social PDS 2017-2021. Et dedans, le diagnostic a été bien établi. Notre administration souffre énormément. Et il y a beaucoup de problèmes. Je peux vous en citer peut-être quelques-uns. Aujourd'hui, il n'y a rien que le fait qu'il y a une forte concentration des effectifs dans les grandes villes. Il n'y a plus personne à l'intérieur, alors que nous savions que c'est là où on a aussi besoin énormément de gens. Il n'y a pas suffisamment d'efforts qui sont faits en matière d'évaluation des performances individuelles, parce qu'aujourd'hui, vous saviez, tout le monde évolue. La preuve en est, tous les fonctionnaires ont 19 ou 20, parce qu'il faut leur donner cette note afin de leur permettre d'avancer normalement, ce qui n'est pas objectif. Voilà. Donc, ouais, ça, on a le statut de la fonction publique depuis 2008 a prévu un nouveau dispositif d'évaluation des performances qui, par faute de décret d'application ou en tout cas de mécanismes concrets de mise en œuvre, nous avons réfléchi aux côtés du ministère de la fonction publique pour mettre en place un dispositif objectif et efficace d'évaluation des performances qui tarde encore à se mettre en place. Il y a également la faible opérationnalité des organes de contrôle. Nous avons beaucoup investi, par exemple, dans les IGS, les inspections générales de services. Nous avons même eu à revaloriser la fonction. Nous avons introduit la prestation de serment. Nous avons créé les conditions pour revaloriser leurs conditions. Nous avons fait même en sorte que leur rapport soit concomitamment transmis à leur ministre, mais au cabinet du Premier ministre à travers l'inspection générale de la gouvernance administrative. Nous avons mené beaucoup d'actions de formation pour leur expliquer leur rôle, leur mission, en tout cas ils mettent à leur disposition des outils, mais le résultat encore se tarde à faire sentir. Il y a encore également, comme vous le savez, la persistance de la corruption. Nous avons fait une étude sur les comportements non observants avec le cabinet d'études LASDEL, où nous avons montré beaucoup de tares qu'on reproche à notre administration, au fait que les gens font la culture des périèmes, les gens s'accrochent à des avantages, les gens ils viennent juste pour se voir, après disparaissent. Il y en a qui restent même 3 mois sans se présenter au bureau, avec la complicité malheureuse de leurs responsables, qui pensent que c'est aux premières autorités de faire le travail. À son temps, vous vous rappelez, il y a quelques années, le Premier ministre et son Excellence le Président de la République ont été amenés à faire des visites surprises dans certaines structures administratives. Moi, j'ai eu à le dire, et je ne serai pas gêné de le répéter, c'est une honte pour tous ceux qui sont nommés par décret. Parce que ça veut dire que nous n'assumons pas. Et nous ne sommes pas conscients de cette responsabilité qui nous est confiée. S'il faut que le premier responsable des Nigériens descende pour vérifier si certains sont à leur poste, mais où sont tous ceux qui on a confié la responsabilité. Tout à fait. Nous sommes défaillants. Oui, tout à fait, monsieur le haut-commissaire. Nous savons, comme vous l'avez si bien dit, la vision que prend votre institution, elle doit être également celle de tous les agents de l'administration, c'est ce que vous voulez dire. Alors, mais Moussa Haji, lui, notre correspondant au RTN Maradi, il aborde cette vision à travers sa question. Nous l'écoutons. Monsieur le commissaire, une modernisation de l'administration obéit à une reconversion de mentalité de ceux qui animent notre administration. À quelle proportion peut-on estimer l'adhésion et l'engouement des agents de l'État face à cette vision? Merci. Ce qui est intéressant, je pense que depuis qu'en 2014, notamment dans son message à la nation, à l'occasion des fêtes tournantes, notamment celle qui a eu lieu à Dosso, son Excellence le Président de la République a eu à faire en tout cas à faire part de ses préoccupations à l'ensemble des agents de l'administration, où il leur a demandé un changement dans beaucoup de domaines, vis-à-vis du temps, vis-à-vis en tout cas des performances, vis-à-vis des résultats. Je crois au moins
et au regard également aussi des actions que nous avons entreprises au niveau de notre institution, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, et nous disposons d'une politique nationale de modernisation de l'État qui comporte 4 axes. Le premier axe porte sur la modernisation des infrastructures et l'aménagement du territoire. Le second sur la modernisation de l'administration publique. Le troisième sur le renforcement de la bonne gouvernance. Et le quatrième axe, c'est le changement de comportement, des mentalités, aussi bien des dirigeants que des citoyens. Donc je pense, depuis ce moment, les Nigériens, en tout cas tous ceux qui y travaillent, ont pris conscience qu'avec l'état actuel, notre état d'esprit, nous ne pouvons pas faire du Niger un pays émergent. Donc les gens sont conscients que le changement radical s'impose. Parce que le Nigérien, il est particulier. Tu ne peux même pas le comparer à un peuple d'un des pays voisins. Et pour preuve, je vous donne 2 exemples. C'est le seul pays où, dans n'importe quel site de l'administration publique, quand vous y arrivez, vous trouvez que les toilettes sont fermées à clé. C'est juste. Alors que quand vous avez recours aux toilettes, c'est que vous êtes en alerte, vous êtes en détresse. Donc comment quelqu'un qui est en détresse, il ne peut pas aller sans qu'on ne trouve celui qui a la clé pour qu'il entre. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je n'ai jamais vu dans une administration publique. Donc ça veut dire, ensuite, ce n'est pas par plaisir que je le dis. Si vous vous renseignez, vous verrez, pour ceux qui parmi vous ont eu l'occasion d'aller par exemple en pèlerinage, le Niger, en termes d'hygiène, c'est vrai, n'est pas bien classé. Je ne connais pas le rang, mais je sais qu'il est déplorable. Donc, nous en sommes tous conscients. Ça, je vous prends seulement, sans compter notre comportement vis-à-vis du travail. Bon, certains fonctionnaires pensent qu'ils sont fonctionnaires juste par couverture. Et aujourd'hui, là, il y a un phénomène que moi, je ne comprends pas. Beaucoup de gens sont en train de quitter le privé pour venir de la fonction publique. Ils quittent les banques, ils quittent les maisons d'assurance, les compagnies d'assurance. Et quand vous leur posez la question, ils disent non, à la fonction publique, on est payé sans rien faire. Donc, c'est triste quand même. Voilà. Ça ne peut pas continuer. Cela doit cesser. Et je pense que nous sommes tous conscients. Maintenant, je pense que sous la houlette de nos autorités, avec la création du ministère de la modernisation sociale et de la renaissance culturelle, et la feuille de route qui va être très bientôt disponible, les actions seront entreprises et toutes les dispositions seront prises, y compris les sanctions, positives et négatives, afin de nous amener à comprendre que si nous ne changeons pas, nous ne pourrons pas être heureux du Niger que nous laisserons à nos petits-enfants et à nos enfants. Tout à fait. Monsieur le haut-commissaire, les usagers de l'administration se plaignent régulièrement de sa noussalange. Le correspondant au RTN Tlaveri, Jibril Namalka, a formulé une question pour vous. Monsieur le haut-commissaire à la modernisation de l'État, bonjour. De nombreux dossiers administratifs traînent dans les bureaux avant d'être traités. À votre avis, est-ce que la modernisation de notre administration peut-elle résoudre ce problème de lenteur que l'on constate fréquemment? Absolument. C'est tout le sens de la modernisation de l'État. Et je vous dis que le créneau de la modernisation, c'est d'améliorer la délivrance de la qualité des services publics. Donc il faut pour cela arriver à réduire les délais tout en améliorant la qualité. Et pendant longtemps, je vous dis, dans l'administration publique, certains pensent qu'un travail qu'au privé, vous pouvez rendre en une journée, que l'administration vous permettait de disposer d'une semaine pour le rendre. Donc il faut que cette mentalité-là, on la combatte et il change. Et ensuite, il faut quand même aussi ne pas perdre de vue qu'il y a des efforts qui sont menés. Rien qu'hier, par exemple, je suivais le point de presse du ministre allemand sur tous les efforts qui sont faits et déployés en termes d'amélioration du rang du Niger en termes dans le domaine de doing business. Et vous avez vu, on parle maintenant aujourd'hui de possibilités dans très peu de temps de déclaration et de paiement de certains impôts et taxes à distance, sous forme électronique. Au niveau même de la mairie, vous avez vu la délivrance du permis de construire. Non seulement le coût a baissé, mais également le président de la délégation spéciale s'est engagé à travers donc, ses services à réduire le délai. Si vous introduisez votre dossier dans la semaine, avant la fin, votre autorisation de permis de construire sera disponible. Et si vous vous renseignez, il y a quelques mois, pour avoir un tel résultat, il faut, on ne peut pas l'espérer dans un délai inférieur à un ou 2 mois. Donc, à la faveur des actions, en tout cas, menées
en tout cas sous la houlette de nos plus hautes autorités, notamment le Doing Business, et même au niveau de la fonction publique, à travers le projet de renforcement des capacités dans le domaine des services publics, PCDS. Si vous suivez l'actualité, vous verrez qu'actuellement, la ministre de la fonction publique est en tournée pour procéder au lancement de l'opération biométrique. Cette opération, déjà, vous allez voir, le lancement biométrique, elle nous permettra non seulement de comprendre, de connaître exactement combien nous sommes dans l'administration publique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très évident. Mais surtout aussi, elle va nous permettre de poser les jalons d'une bonne gestion prévisionnelle du personnel. Parce que pour asseoir une gestion des carrières, une gestion prévisionnelle des effectifs, eh bien, il faut une bonne connaissance de l'existant. Voilà. Monsieur Saleh, tout à l'heure, vous avez dénoncé un certain nombre de comportements. Alors, on se demande si, par exemple, notre administration répond timidement donc, aux sollicitations des usagers. Quelles en sont véritablement les raisons et comment promptement y faire face? Il y a beaucoup de raisons. Je vous ai déjà dit, il y a d'abord des raisons culturelles. D'accord. Oui. La première, beaucoup d'entre nous pensent qu'on fait carrière dans la fonction publique parce que c'est une fonction publique de carrière. Quand on y entre, on n'est pas inquiété, qu'on soit bon, qu'on soit là ou pas, et on peut y rester jusqu'à la retraite. Donc, pas besoin de faire des efforts. Et la seconde raison aussi, c'est que beaucoup ne comprennent pas le sens des missions et des responsabilités qui leur sont assumées. Et également, il y a aussi, et je ne peux pas aussi l'occulter, le fait qu'on assiste assez régulièrement à l'inadéquation post-profil. Oui, d'accord. Voilà. Donc, qui n'est pas suivi d'un accompagnement. Parce que moi, personnellement, je pense que le problème, il est là. Il y a des raisons qui justifient cela, qui ne sont pas forcément objectifs. Mais si on faisait preuve un peu plus d'engagement et de volonté à bien faire, il y a des solutions pour y remédier. Et vous êtes promis à un poste pour lequel vous n'êtes pas suffisamment outillé ou vous n'avez pas le profil idéal pour l'occuper. Mais si vous voulez vraiment servir, c'est de vous inscrire dans une dynamique, une voie d'amélioration, ou en tout cas de recherche des outils et des compétences nécessaires pour bien l'exercer. Ce qui n'est pas systématiquement fait. Ce qui, en tout cas, reste aussi qui est déplorable malheureusement. Monsieur le haut-commissaire, pour mieux prospérer et atteindre votre objectif, il faut assurément réunir un certain nombre de conditions. Et cette question vous est posée par Moussa Jari de Tawa. Monsieur le haut-commissaire à la modernisation de l'État, bonjour. Pour accomplir la mission de moderniser notre État, le Niger, de quels moyens humains et matériels disposez-vous? Nous, au niveau de notre institution, nous sommes une trentaine. Nous avons une bonne équipe. Personnellement, je suis très fier du travail abattu par mes collaborateurs. Je vous dis, en ce moment même, ils sont en train de potasser. Et je vous assure, nous arrivons à supplier l'État parce que, vous saviez, notre État, notre pays fait face à de nombreuses contingences. Les contingences sécuritaires, les contingences climatiques avec son corollaire de conséquences sur le plan humanitaire, social, et puis même les contingences économiques. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes un pays producteur de matières premières qui aujourd'hui, malheureusement, en raison de la situation économique, la crise économique mondiale, fait que ces produits connaissent une mévente. Donc tout ceci se répercute sur notre économie. Et de l'autre côté, vous avez des citoyens qui sont très exigeants en termes de délivrance de services publics, mais qui sont très réfractaires, en tout cas très réticents, quand on leur demande de faire un effort, de mettre un peu la main à la poche, eh bien, on ne se bouscule pas pour le faire. Ça, c'est nous tous. Donc, dans ces conditions, au niveau de notre institution, avec le dynamisme et l'ingéniosité de mes collaborateurs, nous sommes arrivés assez régulièrement, en tout cas à disposer des ressources financières pour mettre en œuvre notre plan d'action. Aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un appui important de la coopération française. Il y a quelque temps, nous avons pu épuiser un projet où nous avons eu un taux de consommation de 98%.
de crédit. Il n'y a que 3 millions seulement que nous avons reversés à la France, ce qui est un problème dans notre pays, parce que le taux de consommation des crédits, la moyenne de notre pays, c'est entre 30 et 50%, en tout cas selon les chiffres à ma disposition. Et aujourd'hui, nous venons également de conclure avec l'AFD, l'Agence française de développement, un projet de à peu près 3 et quelques milliards, une première phase, qui va nous permettre de construire toutes les nouvelles préfectures. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a des chefs des postes administratifs qui ont été érigés en préfecture. C'est cela. Les infrastructures n'ont pas suivi, mais aujourd'hui, nous, pour les régions de Difa et les régions de Tillabéri, nous avons eu à travers l'AFD un financement qui nous permettra de construire ou de réhabiliter toutes les préfectures dans ces deux régions. Et nous allons également aussi développer le service public ambulant et nous allons également continuer à développer certaines pratiques administratives comme le prix Goni et le prix Hikima que nous avons déjà eu à réaliser l'année passée au niveau du secteur de l'éducation, où nous avons pour chacun des 4 ministères directement engagés dans l'éducation, ou à désigner le meilleur manager, et on les a récompensés avec une enveloppe financière de 700 000 francs chacun et des micro-ordinateurs. Nous avons également aussi organisé le prix de l'innovation technologique, et vous vous rappelez, c'est au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, le logiciel qui a été conçu pour gérer le BTS qui a eu le premier prix et le prix Ikima. Donc nous allons continuer à le faire cette année et les années prochaines. Donc c'est dire qu'au niveau de notre institution, nous disposons vraiment des ressources humaines, matérielles, et nous ne sommes pas aussi inquiets quant à la mobilisation des ressources financières parce que les partenaires nous font confiance, tous d'ailleurs. Aujourd'hui, l'USAID est prêt pour nous aider à mettre en place le dispositif de service public ambulant dans 15 communes du Niger, 3 au niveau de 5 régions. On a déjà la coopération 6 qui est aussi un partenaire traditionnel. On a la coopération allemande auprès de laquelle d'ailleurs on est très crédible parce que, vous pouvez vous renseigner, nous sommes bien positionnés. Nous occupons d'ailleurs en termes de crédibilité l'un des premiers rangs au niveau de la coopération financière allemande. Donc, c'est dire, et c'est en ce sens que j'interpelle encore nos compatriotes, si nous sommes suffisamment consciencieux, nous sommes suffisamment sérieux, nous ne pensons qu'en termes d'intérêt général, nous ne pensons qu'en termes de pays, nous développons de l'amour de notre pays, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas disposer des ressources et des moyens pour mettre en œuvre notre politique. Voici qui rassure. Alors, puisque vous êtes en studio et que vous prêtez au jeu des questions de correspondants, nous allons écouter la question de notre correspondant de DIFA, James Dié. Monsieur le haut-commissaire à la modernisation de l'État, bonjour. La renaissance culturelle prend l'avènement d'une administration plus performante. Quelle est votre priorité par rapport à celle-ci? Merci. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la renaissance culturelle. Et je vous assure, en tant que haut-commissaire à la modernisation de l'État, je l'ai perçu. Je vous l'ai dit, le profil du Nigérien, il est spécifique. Donc la renaissance culturelle, telle que l'a définie son exemple sur le président de la République, va nous permettre d'aider les Nigériens à se débarrasser des contre-valeurs. Malheureusement. Et il va nous aider à promouvoir les valeurs positives. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'insuffisances, dans l'administration par exemple, en termes de travail en équipe. Souvent, des gens nous rapportent qu'ils sont avec leurs collaborateurs jusqu'à la veille, et le lendemain, ils arrivent au bureau, ils apprennent qu'ils ont pris l'avion dans la nuit. Donc, ouais. C'est dommage. Mais est-ce que c'est sérieux de tels comportements? Il y a la médisance. Il y a la jalousie. Alors que si nous comprenons que nous sommes foncièrement différents, mais complémentaires, et que nous n'avons pas de second pays en dehors du Niger, et que ce que nous posons comme acte aujourd'hui impactera sur nos générations futures, nous devons nous remettre en cause. Et chaque fois qu'il va s'agir de poser un acte, il ne pas hésiter à accorder systématiquement la primauté à l'intérêt général. Et c'est cela qui nous manque. Nous sommes plongés dans une culture de l'individualisme, de l'égoïsme et de l'égoïsme. Donc, il faut que nous ayons ce cadre.
pour dénoncer ces comportements, ces pratiques, et les combattre juste dans leur dernier retranchement. Et c'est en cela que je trouve l'avènement du ministère de la Renaissance culturelle comme très salutaire. Et chacun d'entre nous, soucieux du devenir de ce pays, de quelque bord qu'il soit, doit s'inscrire dans cette dynamique. Parce que le Niger, quoi qu'il advienne, le Niger demeurera, le Niger restera. Mais dans quel état nous trouverons le Niger ou nous laisserons le Niger? Il y va de l'engagement de chacun d'entre nous. Donc, la renaissance culturelle va nous aider à rendre nos concitoyens, nos citoyens plus responsables, plus consciencieux et j'allais dire plus sérieux et de développer de l'amour pour notre pays. Parce que c'est ce qui manque. Parce que si vous pouvez un instant penser au Niger, je vous assure que vous hésiterez énormément à poser beaucoup d'actes. Donc, la renaissance culturelle et le répertoire de ces valeurs et des contre-valeurs a été fait. Il n'est pas certainement disponible. Vraiment, j'invite chacun, aussi bien dirigeant que citoyen, à s'inscrire et à jouer sa partition. À ne pas toujours attendre que ce soit la plus haute autorité qui initie ou qui impulse. Chacun d'entre nous est responsable. Quand vous passez, vous trouvez des Nigériens en train de casser ou en train de dommager les infrastructures qui viennent d'être mises à la disposition des Nigériens. N'hésitez pas, interpellez-les dans la courtoisie, dans la simplicité, pour leur montrer que ces actes ne sont pas des actes dignes du Nigérien, ne sont pas des actes qui peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs du développement. Et je crois que c'est en ce sens que chacun d'entre nous doit se garder de promouvoir les contre-valeurs et de sensibiliser et d'inviter ceux qui n'ont pas encore compris le message de se ressaisir et de se réorienter et sur la bonne voie. Et vraiment, je vous dis, au niveau de notre institution, on l'a montré, on est mobilisé, on est disponible, on travaille étroitement avec le ministère de la Renaissance culturelle parce que nous sommes convaincus que les Nigériens sont techniquement compétents. Ils sont bien formés, mais c'est au niveau comportemental que nous avons beaucoup à gagner et nous avons beaucoup à montrer. Et comparativement à certains pays, et moi j'ai eu à travailler à l'extérieur, mais je vous dis, il y a certains pays voisins, certains de nos voisins qui n'acceptent pas qu'on critique par exemple leurs dirigeants. Oui, qui n'acceptent pas. C'est juste l'image du pays. Mais nous, chez nous, malheureusement, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers à jeter le discrédit sur nos plus hautes autorités. Donc comment voulez-vous que les gens nous comprennent et nous considèrent comme des gens qui aiment leur pays? Donc, voilà. Si de nombreuses réformes ont abouti, c'est parce qu'il y a eu échange d'expériences. Le correspondant régional d'Agadez, Gunga Gibrima, pose cette question dans ce sens. Monsieur le Haut-Commissaire, pour réussir votre mission, il faut nécessairement une expertise, mais aussi une source d'inspiration. Êtes-vous inspiré d'autres modèles qui ont porté leurs fruits et qui peuvent être utiles pour notre administration? Bien sûr. Mais déjà, je peux vous dire, pour faire du Niger et des Nigériens un pays et un peuple prospère, je vous assure, ce dont nous disposons aujourd'hui est suffisant. Vraiment. On est très fort, nous disposons d'une expertise nationale qui a fait ses preuves. Tout ce dont nous avons besoin, je vous dis, c'est le mouvement, le comportement. Il faut que nous rompions avec nos mauvaises pratiques, nos mauvaises méthodes. C'est ce qui nous empêche d'évoluer. Si les Nigériens pouvaient mettre leur ingéniosité au service de l'administration publique ou de leur profession, comme ils le font dans leur vie privée, je vous assure que le Niger allait avoir l'air. Oui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui croisent les bras. Ils refusent de se mettre en mouvement, ils refusent d'être actifs, ils refusent de travailler sous le fallacieux prétexte que les moyens ne sont pas disponibles, les moyens ne sont pas libérés. Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans moyens. Oui. Pour mettre en place un comité, avons-nous besoin de moyens? Pour aller sensibiliser des gens, de quels moyens on a besoin? Pour aller former, pour aller coacher, on n'a pas besoin de moyens. Mais tout le monde veut gérer.
tout le monde veut faire terme de référence pour qu'on mette un dirigeant à sa disposition pour qu'il gère et il court après à chercher des justificatifs pour essayer de... C'est ça. Donc, mais aucun pays, aucun État ne peut vivre en autarcie. On ne va pas réinventer la façon de faire nos choses. Donc, il y a des pays qui ont fait leurs preuves et qui ont beaucoup de chances à nous vendre. Je pense par exemple à un pays comme le Rwanda. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est très cité. Moi, j'y suis allé plus de 5 fois. J'y ai travaillé, j'ai conduit beaucoup de missions au Rwanda. Notamment même à la Banque centrale du Rwanda, j'ai conduit beaucoup d'actions, beaucoup d'opérations, même de changements. J'y suis allé il y a 2 ans et je suis. Aujourd'hui, par exemple, au Rwanda, avant l'avènement du passeport africain, c'était l'un des premiers pays, en tout cas au sud du Sahara, à avoir introduit l'obtention du visa sous forme électronique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, d'aller dans un pays où leur ambassade se trouve. De votre bureau, vous pouvez vous inscrire et puis avoir votre visa. Il vous le délivre et puis quand vous allez à l'aéroport, vous le montrez, vous passez. Aujourd'hui au Rwanda, on a fait en sorte qu'au niveau central, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus grand-chose. Au Rwanda, il n'y a pas plus de 10 qui disposent de véhicules administratifs. C'est vrai, le pays est très petit, 27 000 km², comparativement à notre pays, 1 260 000 km². Mais c'est dire qu'au moins, on a fait en sorte que cette question soit prise en charge. On ne peut pas, ici au Niger, au vu de l'immensité de notre territoire, on ne peut pas mettre fin, avoir les mêmes conditions. Aujourd'hui, au Rwanda, on a créé un dispositif qui permet d'harmoniser les projets. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas encore chez nous. Chacun garde son dossier à lui. Ce qui est encore plus déplorable, M. Abibou, dans beaucoup de cas, j'ai l'impression au Niger que les projets sont des projets au ministère et non les projets du ministère. Oui. La nuance, elle est très grande. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Ouais, vous avez des gens qui ont 3, 5, 10 projets, mais qui, quand ils veulent mettre en œuvre leur plan d'action, ils sont confrontés à un manque de moyens. Mais, quand vous les observez, vous dites, mais finalement, les projets, quand les projets étaient conçus, ils étaient où? Là encore, c'est comportemental. Nos cadres ne sont pas toujours concentrés dans la formulation et la production des documents de projet. Les bailleurs de fonds, ils se retirent, ils se concentrent, ils partagent, comme nous ne lisons pas, et à la fin, nous sommes surpris des composantes et des plans d'action qui figurent dans le site, et qui très souvent ne sont pas toujours en face avec nos besoins. Oui. Donc là, c'est encore comportemental. Tout à fait. Il faut que chacun, en fonction de son niveau de responsabilité, se dise, je ne peux pas continuer à accepter tout ce qui vient d'eux. Et je vous le dis, quand nous, ce n'est pas le cas au niveau du Haut-Commissariat. Nous discutons avec les partenaires, nous rejetons, nous leur disons, ah, ça pourquoi? Ça ne répond pas. Et je peux vous donner l'exemple. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet, la barre de fonds avec laquelle nous parlons, l'Agence française de développement, nous demande de mettre un cadre à la disposition comme responsable du projet qui va être mis à la disposition du projet. Il veut que nous écrivions pour dire qu'il va détacher. Mais nous avons répliqué, nous dit non. Le projet, c'est un projet du Haut-Commissariat. Le cadre qui va gérer ce projet, mais eh bien, il va mettre en œuvre le plan d'action du Haut-Commissariat. Pourquoi avons-nous besoin de le détacher du Haut-Commissariat? Puisque ce n'est pas un plan d'action d'une autre structure qu'il va mettre en œuvre. Le plan d'action dont il va suivre la supervision ou en tout cas veiller à sa bonne mise en œuvre, ça ne peut être que le plan d'action du Haut-Commissariat. Donc là également, c'est un domaine dans lequel nous devons vraiment faire attention, attirer l'attention des Nigériens, des fonctionnaires, pour que nous fassions attention, nous lisons tout ce qui nous est soumis afin de faire des propositions de décision à nos plus hautes autorités pour qu'on ne leur soumette pas n'importe quoi et qu'après signature, qu'on se rend compte que nous n'avons pas bien lu, il y a des choses qui sont passées qui n'auraient pas dû le faire. Et bien très souvent, quand tout est mis en place, il est extrêmement difficile d'y revenir. Oui, monsieur le commissaire, justement pour une bonne internalisation de vos projets, le partage de l'information est très capital et cela n'a pas échappé à notre collègue de la station régionale de Zander, Mahama Laouli Chilo. Bonjour, monsieur le haut-commissaire à la modernisation de l'administration. À un certain moment, vous avez approché les institutions comme l'Assemblée nationale
pour partager avec les élus du peuple votre vision de modernisation de l'administration. Avez-vous l'intention de poursuivre cette démarche? Merci. Oui, très bien. Effectivement, nous sommes allés à l'Assemblée nationale où nous avons été très bien accueillis. C'est l'occasion d'ailleurs de leur exprimer notre profonde gratitude et de les remercier. Et ils nous ont très bien compris parce que nous étions à un tournant où nous avions parlé avec l'Union européenne. L'Union européenne était disposée, après avoir financé le plan d'action de la politique nationale de modernisation de l'État sur les 5 ans à venir, à nous accompagner dans la mise en œuvre. Et je peux le dire, hein, ils étaient effectivement disposés à nous donner des milliards pour la mise en œuvre de ce projet. Mais il fallait que nous ayons une inscription budgétaire assez consistante au niveau du budget national. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons entrepris cette démarche. Donc à son temps, son Excellence le Premier ministre avait écrit pour demander au ministre des Finances de prévoir une enveloppe financière au Haut Commissaire à la modernisation de l'État. Et nous, pour faire un bon plaidoyer, on s'est proposé également toujours d'aller vers l'Assemblée nationale pour sensibiliser les élus du peuple. Et ils ont été bien sensibilisés, ils ont adhéré à notre démarche et ils se sont engagés à nous appuyer. Toutes les dispositions ont été prises, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, notre pays, on s'en félicite. Parce que beaucoup se demandent d'ailleurs encore comment et pourquoi aujourd'hui les Nigériens vivent tranquillement nuit et jour, ce qui n'est pas le cas. Moi j'ai travaillé, je suis resté résident dans 2 pays, même dans 3, où en tout cas il y a eu la guerre, et je sais ce que ça veut dire, mais vraiment ici on peut être heureux de notre situation. Mais cette situation a un coût. Un coût. Donc quand certaines situations se produisent, il va falloir trouver des ressources financières pour y faire face. Et vous voyez, s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut rien entreprendre. Donc, ce qui fait que cette année-là, il n'a pas été possible de mettre à notre disposition les ressources sollicitées. Mais nous sommes toujours là et nous pensons que, en tout cas, avec ce que nous observons actuellement, il va être possible que nous puissions disposer de ressources au niveau de l'État afin de pouvoir mobiliser plus de ressources au niveau des partenaires techniques et financiers. Et le partage également de l'information, nous n'allons pas nous arrêter qu'à l'Assemblée. Récemment, nous avons eu même des séances de travail avec le CESOC. Et nous sommes bien compris, bien entendus, et nous allons essayer de voir comment nous allons coopérer. Et notamment, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer, celle de l'évaluation des politiques publiques, et celui du moins de l'évaluation des politiques publiques, et pour renforcer l'efficacité et contribuer au développement du pays. Et mieux, et avec la renaissance culturelle, nous allons aussi être à leur côté pour que nous puissions sensibiliser, mobiliser davantage toutes les couches socio-professionnelles de notre pays et afin de pouvoir les réorienter véritablement dans la voie du développement. Puisque nous sommes vers la fin de l'émission, il y a une préoccupation peut-être. Oui, de Gunga Guibrema qui veut en savoir plus sur le service public ambulant. Nous écoutons la dernière question de l'émission. À la fin de l'année 2017, vous étiez en mission d'évaluation et de supervision de ce projet dans la région d'Agadez. Êtes-vous satisfait de la mise en œuvre de cette phase pilote? Et si on prend des communes comme Iferouane, c'est une zone très difficile d'accès. Est-ce que vous pensez qu'un seul véhicule peut justement assurer ce service public ambulant? Très bien. Je l'avais dit en début d'émission, il ne faut pas perdre cela de vue. Nous, notre mission, ce n'est pas de faire. Donc vous faites du stratégique. Nous concevons, nous proposons. Nous avons fait la mise en œuvre pour montrer que cela est possible et faisable. Donc nous avons créé un dispositif, un outil que nous avons mis à la disposition de ces communes, des zones nomades. Ils ont des ressources, notamment ces zones-là où il y a le sous-sol qui est assez riche. Ils ont des redevances qui leur sont en tout cas octroyées, qu'ils peuvent utiliser dans le domaine de l'investissement. Aujourd'hui, rien ne les empêche d'acquérir des véhicules, parce que ça peut être considéré comme de l'investissement, ou également solliciter d'autres partenaires pour le faire.
Pour ce qui est de la satisfaction de ce dispositif, je voudrais dire déjà, ce n'est pas nous qui sommes satisfaits, c'est nos partenaires qui nous accompagnent et qui nous observent. L'AFD va nous accompagner les 3 prochaines années à mettre ce dispositif dans 11 communes des régions de Difa et Tillabéri. Tout est acquis. Je pense que le mois prochain, avant le 15 mai, la convention de financement va être signée entre le ministre des Finances et l'Agence française de développement. Ça, c'est déjà acquis. Nous sommes en négociation très avancée avec l'USAID par l'entremise de leur ONG Contrepart International. Là également, le principe est acquis de déployer ce dispositif dans 15 communes. Ils ont 5 régions d'intervention et ils ont accepté de l'implémenter dans 3 communes dans chacune de ces 5 régions-là. Donc ça qui va faire 15. Donc je pense, au vu de l'adhésion et de l'engouement que ce dispositif a suscité auprès de nos partenaires techniques et financiers, on peut dire que nous sommes satisfaits, mais tout n'est pas parfait. Il y a encore des réglages à faire, toujours des réglages au plan comportemental. Et nous parlons, nous échangeons, nous faisons du suivi et nous pensons qu'avec le dispositif que nous allons mettre en place, notamment le dispositif de proximité en matière de suivi et évaluation au niveau des régions et au niveau surtout des régions, eh bien nous allons arriver à parfaire complètement ce dispositif. Monsieur le commissaire, vous avez foi que nous allons changer? Je l'espère vivement. Oui. Il y va de notre survie et surtout, je suis complètement confiant au regard de la priorisation de cette action au niveau de nos plus hautes autorités, notamment son Excellence le Président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Ce volet de la renaissance culturelle, c'est lui qui le porte. Et il en est très attaché. Et je crois que les jours qui vont suivre nous montreront que ça fait partie de ses premières priorités. Et je pense qu'il aura bien vu. C'est vraiment le principal frein. Je ne cesse de le répéter. Les Nigériens ont montré leurs preuves partout, à l'extérieur, dans les écoles, dans les universités. Ils sont brillants, mais cette qualité ne profite pas suffisamment à notre pays. Il y a encore une marge à combler. Et cette marge-là, nous ne pouvons l'atteindre si et seulement si nous nous inscrivions dans une dynamique de progrès, de remise en cause perpétuelle, dans une quête d'amélioration continue et accepter de rompre définitivement avec certaines pratiques dépassées ou même rétrogrades. Voilà, vivement que votre message soit entendu. Nous voilà à la fin de ce second numéro de Grand Dossier de la Voix du Sahel qui a eu comme invité M. Omar Saleh, haut-commissaire à la modernisation de l'État. Merci pour votre disponibilité. Merci également d'avoir éclairé les auditeurs et téléspectateurs sur le fonctionnement de notre administration et les ambitions que nourrit votre institution pour le rendre plus performante. Merci enfin à vous toutes et à tous qui avez suivi avec intérêt ces échanges. Au revoir et rendez-vous pour le prochain numéro de Grand Dossier de la Voix du Sahel au RTN. Merci. Grand Dossier. Grand Dossier. Un entretien au cœur de l'actualité nationale. Grand Dossier. Grand Dossier.